Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invité, Michel Bichebois. Michel Bichebois, c'est une légende de la radio. Animateur, producteur, il sort un livre en 2016 qui s'appelle Livre Autoradio aux éditions Portier. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît ? Écoutez, ça remonte loin parce que pour moi, la radio, c'est une vocation. C'est-à-dire que dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à rédiger un journal pour mes copains qui s'appelait La Voix des bons amis au lycée Pasteur à Neuilly. Se le faisait en plusieurs exemplaires, comme la photocopie n'existait pas. Je crois comment ça s'appelait les feuilles carbone là quand on faisait des photocopies. Après, donc c'était à des 10 ans, à 12-14 ans. J'ai acheté un magnétophone parce que mes parents me l'ont permis parce que j'avais eu mon BEPC, et donc un magnétophone à bande. Et puis après, je suis rentré dans la vie active après mon bac et je voulais faire de la radio. Et là, comment faire de la radio en s'adressant à la RTF qui proposait des auditions. Donc j'ai passé une audition de speaker, je l'ai raté. J'ai passé une audition d'assistant, je sais plus ce que c'était, je l'ai raté. Et donc du coup, je me suis retrouvé, puisqu'il fallait bien que je trouve un emploi, au Crédit Lyonnais. Et alors là, au Crédit Lyonnais, je me suis trouvé avec mon diplôme de bac tout de suite à la présidence du Crédit Lyonnais. Et à cette époque-là, le président avait décidé de patronner le théâtre de Radio Luxembourg. Or, avant, ça s'appelait le Théâtre Homo, et puis c'est le Crédit Lyonnais, ça s'appelait Théâtre du Crédit Lyonnais. Alors que moi, mon boulot, j'étais fondé de pouvoir, je sais plus ce que je faisais, mais il y a quand même le président qui dit mais je mets de l'argent dans le Théâtre du Crédit Lyonnais, j'aimerais bien que quelqu'un écoute cette pièce de théâtre qui est rediffusée. Et mes copains, mes collègues n'ont rien à faire d'écouter la radio. Moi, je me suis proposé. Donc, tous les, je sais pas, c'était les jeudis ou vendredis matin, je faisais un rapport au président du compte-rendu du théâtre du Crédit Lyonnais. Et puis, j'avance à un moment donné, il y a quand même eu une possibilité d'emploi administratif à l'ORTF, c'était le bureau des voyageurs, et à ce moment-là, je me suis candidaté pour cet emploi administratif. Et là, j'ai été accueilli. Donc, c'était faire voyager les personnes qui, Roger Coudert, Léon Zitrone, donc je les ai connus, Serge Gainsbourg, je me souviens quand même de Serge Gainsbourg venant à mon comptoir retirer son billet pour aller à une émission qui s'appelait Musique aux Champs-Élysées de Jacques Dival. Et puis, parallèlement, il y a eu, c'est là que c'est important, il y a eu un banc d'essai sur France Inter qui s'appelait Les Arts d'Hugo. Ils avaient regroupé 3 producteurs, José Arthur, Claude Dupont et Michel Godard, pour essayer de nouvelles voix sur France Inter. Paris Inter, peut-être ça s'appelait à l'époque, je sais plus, c'était l'ORTF, la RTF, je sais plus. Et donc, moi j'étais à mon bureau comme petit fonctionnaire administratif, mais à 18 heures, je pouvais monter et j'étais animateur des Arts d'Hugo. Et donc là, ça a bien marché. Et puis à un moment donné, mais je restais toujours petit fonctionnaire au bureau des voyageurs, mais on m'a offert la possibilité d'être directeur artistique en Guadeloupe Inter. Et à ce moment-là, le président de Radio France, qui me connaissait avec les voyages, m'a dit que j'ai porté ma candidature. Il m'a soutenu et je suis devenu responsable artistique de Guadeloupe Inter pendant 2 ans et demi. En revenant de Guadeloupe,
Je suis réintégré dans l'administration de Radio France parce que j'avais beau avoir fait mes classes quand même en Guadeloupe, animateur, directeur artistique. Je garde là j'ai interviewé Johnny Hallyday, Pierre Perret qui passaient en Guadeloupe. Mais quand je suis revenu en métropole, mon expérience radiophonique n'avait servi à rien. J'étais réintégré dans un bureau administratif de fonctionnaires. Alors j'ai fait, c'était le département des documentaires parce qu'à l'époque la radio était départementée entre fiction, documentaire, variété. Voilà, je vais pas vous nommer les responsables de l'époque qui étaient quand même des pointures. Et puis un jour, comme je gagnais pas suffisamment d'argent, enfin, je veux dire, j'avais pas de promotion, il y a une possibilité d'avoir un emploi à la télévision, dans une fonction à la télévision, dans le secteur de Jacqueline Joubert. Je vais voir Roland Dordain, qui était le directeur de France Inter à l'époque. Je dis, Roland, excusez-moi, mais je vais écouter France Inter parce qu'à la télévision, il m'offre un emploi. Et il m'a dit, mais non, tu vas faire la télévision, ça n'a aucun intérêt, reste donc à la radio. Je me suis obstiné et je me suis retrouvé agent administratif dans le secteur variété de Jacqueline Joubert. Alors, pour l'anecdote, Roland Dordain, qui était un grand patron, qui était vraiment mon modèle radiophonique, je veux dire, qui avait critiqué la télévision, il s'est retrouvé directeur de la télévision quelques temps après. J'ajoute, j'ai sauté une étape, c'est que Roland Dordain, qui fait partie de ceux qui m'ont inspiré à faire de la radio, il était à l'époque journaliste à l'équipe junior. Et il m'avait fait visiter l'équipe. Il avait une émission également sur Radio Luxembourg. Je sais pas, c'était pas le chemin des écoliers, enfin, je sais plus, bref. Donc, je me suis retrouvé à la télévision avec Jacqueline Joubert. Et puis, un des trois producteurs des Arts du Go, dont je vous ai parlé il y a un instant, Claude Dupont, faisait une émission sur France Culture. Et je restais en contact avec lui parce que j'ai dit, j'aimerais bien toujours faire de la radio. Il m'invite à participer avec des petits cachets chez lui. Alors, je dis à Jacqueline Joubert, excusez-moi, mais j'aimerais bien accepter cette proposition de Claude Dupont pour m'essayer à faire de la radio. Et il m'a dit, Michel, pas de problème, écoutez, acceptez un congé sans solde d'1 an. Si pendant cette année, vous réussissez à gagner votre vie à l'ORTF, eh bien écoutez, on annulera ce congé sans solde. Donc j'ai quitté Jacqueline Joubert, je suis allé chez Claude Dupont, qui m'a fait faire des entretiens, des interviews, et puis au fur et à mesure de l'année, eh ben j'ai fait de plus en plus d'émissions et j'ai démissionné de la télévision. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu un indépendant, et de cette période, j'étais au cachet. Je quittais un confort de fonctionnaire de la télévision pour un travail au cachet à France Inter. Et donc ça a continué. Je regarde en même temps que je vous parle les dates sur mon CV. En 88-89, j'ai fait une série qui s'appelle Échappée belle, mais entre-temps... Alors Michel, pendant que tu recherches un petit des dates, moi je vais rappeler effectivement aux gens qui nous écoutent que Roland Dordain a écrit aussi un livre superbe qui s'appelle Le roman de la radio. Si on veut mieux connaître effectivement le personnage qui était Roland Dordain, il raconte un petit peu son épopée, son enfance, qu'est-ce qui l'a conduit à aimer effectivement ce média qui est la radio. Il a été également directeur de France Inter et il est le créateur aussi de FIP en 1960, et il créera effectivement quelques années plus tard les Enfants d'Inter qui seront un peu la relève, le plateau d'essai. Gérard Klein, ouais. Voilà,
pendant les vacances sur l'antenne de France Inter où des gens comme Laurent Bataille et Pascal Fontaine effectivement feront leurs armes. Vas-y, je te redonne la parole, Michel, pour que tu nous donnes la suite de ton parcours. Alors après, quand je me suis retrouvé sur France Inter, on m'a accepté réalisateur de Bon Pied Bon Oeil avec Michel Touret. Et puis, en même temps, comme il y avait des vacances quand même juillet et août, j'ai travaillé sur France Culture pour des émissions un petit peu partout, et surtout sur l'Afrique. Et puis en rentrant après Bon Pied Bon Oeil, j'ai créé Les Bleus de la Nuit, qui est quand même. Moi, j'avais commencé avec un banc d'essai qui s'appelait Les Heures d'Hugo. Donc moi, après, j'ai créé Les Bleus de la Nuit qui donnait la chance à des nouveaux. Alors ça, c'était en 1982-1983. Les Bleus de la Nuit, banc d'essai avec Christophe de Chavannes, Philippe Danard, John-Paul Lepers, Jean-Michel Proust, Noël Bréham, Aline Paillet, etc., etc. Et avant, je m'aperçois qu'en 81, j'avais fait une émission, alors là c'est tout sous la direction de Jean-Pierre Farkas et Michel Cotta, Une nuit dans les étoiles avec Nicolas Hulot. C'était le 25 décembre 1981. Vous voyez tout ça parce qu'à la période de 81-82, c'était quand même une période où il y a eu beaucoup de modifications, parce que Mitterrand avait créé les radios libres, et donc les radios libres étaient des concurrents de France Inter, et c'est là que Jean-Pierre Farkas et Michel Cotta m'ont appelé et m'ont dit « Michel, il faut réagir contre ces nouveaux animateurs qui vont sur ces radios privées, radios libres, il faut que tu récupères ces jeunes qui sont sur les radios libres. » Et c'est là que, avec les Bulles de la Nuit, on a eu, entre autres, les Fabulos qui s'appelaient les Minablos sur Carbone 14. J'ai récupéré toute l'équipe de Carbone 14 qui, en venant dans les Bulles de la Nuit, se sont appelés les Fabulos. Ah, d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'on les a mis sur l'antenne pendant l'été, mais ils étaient provocateurs, parce qu'on n'en était pas à l'époque de Canal+, de ce qui s'est passé plus tard, à l'époque. C'était un peu, Michel, des électrons libres, quoi. Ah bah oui, c'était... Donc ils ont passé juillet et août sur France Inter, ça a tellement choqué qu'ils ont été virés à la rentrée. Bah ouais, tout à fait. Alors, on aura bien effectivement cerné ton parcours, un parcours très long, très dense, très riche. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant de savoir, et ce qui intéresse aussi les gens, qu'est-ce que tu aimes écouter comme radio ? Qu'est-ce que tu écoutes comme radio ? Qu'est-ce qui t'attire ? J'écoute Culture, France Culture, j'écoute les infos, beaucoup d'Inter, France Musique, autres. Mais dans les radios, non, je vais pas en citer une plus que l'autre. J'écoute pas beaucoup les radios qui diffusent que de la musique. Pour moi, la radio, c'est parler, converser, dialoguer. Je me souviens, à l'époque des Beux de la Nuit, je fréquentais beaucoup, il m'a appelé il y a quelque temps Maurice Chanvert. Allô Maurice qui va là, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait, je l'ai interviewé moi. Oui, tout à fait, Maurice Radio Libre. Tout donc à fait, on est devenus très copains. D'ailleurs, il était candidat là, il y a un mois pour entrer dans le conseil d'administration de l'ASCAM. Bon, il n'a pas été élu, mais il m'a demandé conseil. C'est ces gens-là que j'aurais aimé suivre, mais j'ai pas, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Pour moi, c'est la radio, c'est parler quelqu'un à quelqu'un. Et en plus, j'en ajoute pour en profiter, j'apprécie pas la radio télévisée. D'accord, ouais, c'est-à-dire la radio filmée, quoi, où on met des caméras dedans, quoi, ouais. Voilà, la radio, c'est de la voix. Voilà, que la fille soit blonde, brune, grosse, petite, maigre, etc., c'est sa voix qui doit vous toucher. Et je veux dire, ce que je reproche à la télévision, on met toujours des femmes bien ou des mecs bien, etc. Or, la radio, physiquement,
vous aimez les blondes, la fille qui vous parle à la radio, elle est blonde. Voilà. T'as une phrase pour décrire un peu ce que tu es en train de nous expliquer là. La radio, ça s'écoute et c'est plein d'images. Ben voilà, c'est plein d'images, donc ça correspond au personnage que vous avez dans la tête. Je me souviens, c'est Noël Bréham. Mm-hmm. Un jour, on était à un cocktail et on parlait de je sais pas quelle vedette. Et j'ai dit, tiens, je le connais, il est là. Elle me dit, non, me le présente pas, je l'ai dans la tête, je veux pas le voir. Mm-hmm. Ouais, en fait, la force de la radio, c'est pour l'auditeur pouvoir se faire sa propre imagination. Voilà, et on est beaucoup plus convaincant en radio qu'en télé, parce qu'en télé vous avez regardé l'arabe, vous avez regardé son deux de cravate, vous avez regardé ça, mais alors qu'à la radio vous écoutez ce qu'il dit, vous n'êtes pas distrait. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais qu'on aborde effectivement un point qui a été très important dans ta vie, Michel. C'est la transmission. T'as appris, t'as ingéré effectivement ce qu'on t'a effectivement inculqué dans le monde de la radio, mais ensuite t'as voulu le transmettre. Et donc, dans une partie de ta vie, en fait, tu décides avec un garçon effectivement qui lui est un passionné aussi, Yann Duval, de pouvoir effectivement reprendre le studio École de France. Ben oui, parce que je donnais des cours à Studio École de France, qui avait été créé par René Marchand, qui était le conseiller de Jacqueline Baudrier, PDG à l'époque, et en 81, Jacqueline Baudrier, René Marchand, tout ça viré. Donc René Marchand crée Studio École de France. Mais ça n'a pas marché. Alors, donc il m'a employé, comme avec Yann Duval, comme enseignant. Parce que moi, je travaillais sans arrêt. Je faisais de la radio, je faisais de l'enseignement, je faisais des reportages, bref. Donc j'ai enseigné au Studio École de France. Et puis un jour, il dépose de bilan. Et alors là, j'ai eu une idée folle. J'ai dit, mais il dépose de bilan, on pourrait peut-être l'acheter. J'en parle à Yann, j'en parle à Louis Boson, j'en parle, je sais plus, à deux autres amis, et on dit il faut mettre de l'argent. Donc chacun on a mis de l'argent, on a déposé notre dossier et on a emporté la manne. Donc on est devenu, Yann Duval et moi, repreneurs de Studio École de France. Studio École de France, avec les relations qu'on avait, on a permis d'avoir des élèves et des enseignants qui avaient des pointures. Donc Jackie Gallois, que tu connais. Oui, que j'ai interviewé dans les experts, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc Jackie Gallois, il y en a eu d'autres comme ça. Et Studio École de France a permis de sortir plein de jeunes. Alors c'était quand ça, Studio École de France je sais plus. Studio École de France, c'était de 1988 à 1997. D'accord. Et comment avec Yann, comment vous sélectionniez effectivement vos candidats en fait? Comment les candidats vous contactaient? C'était parce qu'il y avait une publicité dans un magazine qui est lié à la radio, je pense peut-être à Sono Magazine, des choses comme ça de l'époque, ou le magazine de la radio, ou effectivement, comment se faisait en fait la passerelle? C'était pas facile, mais Yann avait beaucoup de copains, de collègues, parce que Yann a toujours été animateur, puisque lui, il travaillait à Sud Radio, je crois, Caraïbes également. Donc, lui, il avait les contacts avec ses radios privées, et moi, j'avais les contacts avec la radio officielle. Donc, on arrivait tous les deux, avec Louis Boson également, à se faire de la publicité. Alors, je sais pas comment on faisait de la publicité, mais on était, ça a été dur, quand même. On n'a pas, c'est-à-dire, la première année, on n'a pas dû gagner d'argent, en plus, il a fallu louer on a loué à Issy-les-Moulineaux, avec un peu le soutien de comment il s'appelle, Santini, le maire de Issy-les-Moulineaux, et puis je faisais venir des vedettes. Arthur est venu avec les élèves, et puis ça s'enchaîne, ça. On se parle, et on arrivait à avoir, on a eu quand même. Je sais pas, il y avait 100 élèves, puisque les cours duraient 2 ans, donc il y avait 50 élèves par année.
Et puis après, on a créé le diplôme. Ce qui était important, c'est qu'on a fait agréer le diplôme d'animateur, technicien, journaliste auprès du ministère de l'Éducation nationale. Là, je veux dire, ça a été un examen quand même sérieux, parce que ça n'existait pas à ce moment-là, un diplôme d'animateur radio. Ouais, tout à fait. En fait, vous créez une autorité au niveau de la profession. On a créé et donc le Studio École de France s'en vante encore actuellement. Enfin, c'est remis en condition toutes les 3 ans ou tous les 5 ans. Mais nous, on a créé ce diplôme, je sais pas comment il s'appelle, mais enfin, c'est quand même important. C'est-à-dire que le métier de la radio a été reconnu dans une école privée grâce à nous. Tout à fait. Alors, pourquoi effectivement cette aventure s'arrête en fait? Parce que Yann Duval part? Ah bah Yann part aux Antilles. Mm-hmm. Et puis moi, j'étais un petit peu fatigué peut-être. Hein. Ouais. Et puis là, Jackie Gallois trouve un copain qui avait de l'argent probablement, son comptable, je sais plus quoi, et il se porte candidat à cette école. Voilà, et ça va s'appeler le Studec, quoi. Oui, bien que le mot Studec, on l'avait utilisé pour des productions privées, on l'a pas déposé, mais en fait, le mot Studec nous appartient. Voilà, ce qu'il faut que les gens comprennent. Parce qu'avec le Studec, on faisait des productions privées. Voilà, c'est ça. Ce que les gens, effectivement, ce qu'il faut que les gens retiennent dans ce que tu dis, c'est que c'est, en fait, ça a mis le pied à pas mal de monde dans le monde des métiers de la radio, et ça leur a créé, effectivement, en fait, une légitimité à rentrer dans les métiers de la radio, parce qu'ils commençaient petits, ils commençaient, effectivement, par des petits stages, ils étaient assistants, etc., et puis après, ils ont pris du galon, quoi. Non, et puis, attention, nous, quand on était, Yann Duval et moi, Studio École de France et Louis Boson, on avait encore les magnétos à bande, c'est-à-dire que le matériel coûtait très cher. Bah oui, puis on n'était pas dans l'ère numérique, on était dans l'analogique encore. Absolument. Aujourd'hui, c'est très facile de monter une école de radio avec le matériel qu'il y a, avec les ordinateurs, Internet, etc. Nous, on n'avait pas Internet, on n'avait pas... on en avait des ciseaux et des bornes magnétiques, hein. Ouais, tout à fait. Alors, il y a une chose que t'as pas faite dans ta carrière, Michel, c'est que t'as jamais été directeur d'une station, en fait. Oui, c'est peut-être un manque d'ambition, mais au fait que je m'éparpillais trop. D'accord. Hein, parce qu'en même temps que je travaillais sur France Inter, je travaillais sur France Culture, en même temps sur RFI, parce que Radio France Internationale, ça m'a permis quand même d'aller au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc., pendant les 2 mois, juillet et août, de repos de France Inter. Donc, et puis j'ai pas fait partie de groupe. Tu sais, pour être directeur, il faut être poussé par les copains. C'était pas mon cas. Bon, mais je regrette pas du tout, parce que j'avais une liberté, et n'étant pas directeur, bon, je me suis fait virer 2 fois de France Inter quand même, hein. Une fois par Evruggeri ou Bouteiller plutôt. Garetto m'a récupéré et m'a mis sur FIP. Donc j'ai été viré 2 fois, mais sans période de chômage, hein. D'accord. J'étais toujours récupéré. Garetto m'a repris à FIP. Donc on m'a pas appelé pour un directeur. Et d'un autre côté, c'est que j'étais trop insaisissable. En plus, politiquement, je n'avais aucun soutien. Pour un directeur, il faut quand même être lié à un groupe quand même aussi. Ouais, tout à fait, ouais, enfin, tout à fait. Je n'apprends rien là, non? Ouais, tout à fait, ouais, il faut avoir des attaches. Donc, en 2016, tu crées donc tu mets en place le livre Autoradio. Alors, quel était ton objectif avec ce livre en fait? Tu voulais raconter un peu ton parcours, tu voulais donner envie à ceux qui allaient le lire de faire de la radio. Quel était l'objectif? Surtout de ne pas perdre la mémoire. Il y a un moment donné, parce que il y a actuellement des choses dans mon livre dont je me souviens pas. D'accord. On te dire, à 83 ans, on perd la mémoire des souvenirs. Donc, j'ai un conseil à donner à tous ceux qui ont une carrière, de prendre des notes sur leur vie.
Curieusement, l'autre jour, je lisais les mémoires de Brigitte Bardot. C'est formidable tout ce qu'elle raconte au jour le jour. Donc elle a dû tous les jours noter ce qu'elle faisait. Ouais, donc, tenir un journal de bord, quoi. Un journal de bord, faut noter, parce que moi je vous dis déjà, il y a des choses, je suis en train de vérifier. Est-ce que j'ai cité Monsieur Machin dans mon livre? Donc je suis en train de feuilleter, ou je mets mon livre sur Internet et je cite le nom, la personne, je la retrouve ou pas. Mais à mon avis, je pourrais faire un second tome aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, tout à fait, ça serait une bonne idée d'ailleurs. Ou alors pourquoi pas te lancer dans le fait de raconter aussi tes mémoires dans le podcast. Tu sais que le podcast c'est à la mode. Je sais pas si tu consommes du podcast, mais le podcast c'est à la mode. Fais-moi des propositions. Ça aussi, je vais revenir vers la différence entre la radio et la télévision. À la radio, on parle également à une personne. Oui. Et le podcast aussi, c'est encore bon parce que dans le podcast, c'est volontaire de regarder le podcast. Mais à la radio, tu parles à une seule personne. Tu imagines un personnage, Michel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis d'accord là. La radio, et moi, quand j'étais au micro, puisque j'ai quand même fait pas mal de micros, je regardais quelqu'un dans le micro. C'est un conseil que je donne et que j'ai donné en donnant des cours aux animateurs. Vous pensez à quelqu'un quand vous parlez dans le micro. Tout à fait. Non, moi, ce que je voulais effectivement faire entendre aux gens, mon analogie, elle était simple. C'est-à-dire que le podcast, en fait, tu t'adresses à quelqu'un, et tandis qu'à la radio, tu t'adresses aux masses. Enfin, la radio, elle touche des masses, quoi. Le podcast. Ils font des millions à écouter, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'était l'analogie, quoi. Mais vous êtes en train de remplacer la radio avec les podcasts. Ah, je pense. Alors là, je te rejoins totalement. Ah oui. Je te rejoins totalement parce que nous on est encore à l'époque un peu embryonnaire en France du podcast, mais en Amérique du Nord, etc., ça explose et en plus on retrouve le charisme, on retrouve la personnalité que on a un peu perdu dans le monde de la radio aujourd'hui. Parce que moi j'écoute des podcasts mais en différé. Par exemple les émissions rediffusées sur France Culture, où je suis beaucoup rediffusé sur France Culture, je les regarde en podcast. Ouais, tu écoutes ce qu'on appelle les replays. Parce qu'en fait, t'as deux podcasts. Replays, voilà. T'as le podcast natif. Moi, je confonds tous vos mots. Non, mais t'as le podcast natif, donc, qui est une œuvre originale, qui n'a pas été effectivement diffusée. Et t'as le podcast, effectivement, replay, qui est une œuvre diffusée, qui est rediffusée. Voilà. Donc, moi, j'écoute, quand je te dis que j'écoute France Culture, en réalité, je l'écoute en replay. Alors, dans le tome 2, ça m'intéresse, moi, ça, effectivement, on va conclure avec ça. Dans le tome 2, qu'est-ce que tu mettrais, effectivement, si tu devais sortir un livre, donc, où tu parlerais, effectivement, de la suite de tes aventures? Qu'est-ce que je mettrais dans une de mes aventures? Ouais, de tes mémoires, en fait, radiophoniques. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que, d'une certaine manière, tu n'as pas mis dans le premier? Peut-être simplement des rencontres, des souvenirs de rencontres, des anecdotes, des choses comme ça? Je vois ce que je dirais, parce que depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai été président d'associations, dont une qui s'appelait le comité d'animation de mon village, et là j'ai fait des spectacles. Dernièrement, j'ai invité Pierre Douglas. J'ai organisé des spectacles avec des comédiens. C'est-à-dire que j'ai pris des gens du village amateurs et on a monté des pièces de théâtre. J'ai écrit des textes qu'ils ont dit. Je suis devenu ce que je n'avais jamais fait avant. Je suis devenu producteur de spectacles. C'est ça. Alors bon, là maintenant j'ai un peu laissé tomber. Président d'une association qui se rebellait contre l'installation d'une décharge de déchets près de chez nous. J'étais vice-président d'une association qui s'occupe de gens du Bénin. Je joignais Baobab. Donc j'ai été président ou vice-président d'associations auxquelles je prête mon expérience passée. On a fait un concours de guitare, pareil, de guitaristes, avec des jeunes de Joigny et de chant de mon village, avec Adrien Marco, qui est un guitariste local. Et donc là, je suis devenu animateur, créateur de spectacles.
Voilà ce que je fais depuis ma retraite en tenant compte de mon expérience passée. D'accord. Allez, je vais refermer effectivement le banc de cette interview avec la question marqueur des experts. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, mon cher Michel? Ah ben bonne, parce que quand même tu as étudié tes dossiers. J'essaye. Il y a tellement de gens qui à la télévision, entre autres, pour des questions, d'abord, ne connaissent pas tout la personne qu'ils ont interviewée et surtout n'écoutent pas la fin de la réponse pour poser leur nouvelle question. C'est parce que là, c'est un conseil que je donne. Moi, quand j'allais interviewer quelqu'un, j'avais prévu une série de questions. Et la plupart du temps, je rebondissais sur la réponse de la personne que j'interviewais et du coup, je ne pouvais pas poser mes autres questions. Alors qu'actuellement, là, je vais pas être gentil vis-à-vis des animateurs actuels, ils ont prévu leur série de questions, les réponses, ils n'en tiennent pas compte, ils posent la question qu'ils avaient prévue après. Oui. C'est un compliment, ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que, oui, moi j'aime bien la spontanéité, c'est-à-dire que j'aime bien l'entretien. Et en fait, j'ai une trame de questions, je me base sur ma trame, mais je suis l'entretien. Et pour moi, c'est une partie de ping-pong, quelque part. Parce qu'en fait... Et comme je disais à mes élèves, ne posez jamais de questions à laquelle on peut répondre oui ou non. C'est des questions fermées, ça, ouais. Tout à fait. Vous plantez. Si le gars en face de vous, il vous répond oui. Eh ben, alors et après, ça n'a aucun intérêt. Donc, jamais poser de questions à laquelle l'interlocuteur peut répondre oui ou non. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Michel? Puis, est-ce que tu as un projet? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une certaine manière que tu prépares? Non, je continue à tout suivre. Je continue à m'exprimer des fois dans des courriers des lecteurs. Pour dire j'apprécie pas ça, je reste un esprit critique et ouvert, parce que il y a des gens que j'apprécie beaucoup. Ça m'a fait plaisir l'autre jour de Chavannes m'a envoyé un petit message, il m'a dit je t'oublie pas, voilà. Bon, je suis pas une vedette nationale, les gens du métier me connaissent, ça me suffit. Tout à fait. Tu parles de Christophe de Chavannes. D'ailleurs, il est le bienvenu dans les experts. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'adorais son émission, effectivement, C'est le Mont Mardi et Coucou, c'est nous. C'était la bonne époque. Voilà, on va terminer effectivement cet épisode des experts. C'était Michel Bichebois. Vous avez vu quel parcours, quelle passion derrière cet homme. Donc, je vous invite à pouvoir effectivement écouter cette interview, à la partager si vous aimez la radio et puis si vous découvrez des gens qui aiment la radio ou qui veulent découvrir la radio. Là, je pense que quelque part, il y a matière à pouvoir se former à ce média par les propos de Michel. Merci Michel. Je peux toujours dialoguer à qui le veut. Voilà, exactement. Merci mille fois d'avoir apporté tes propos aux experts. Et puis, je te souhaite bon vent, comme on dit en Bretagne. Et puis, plein de bonnes choses, effectivement, pour l'avenir. À toi aussi. Félicitations pour ces podcasts. Merci à toi. Alors, si vous aussi vous voulez aider les experts, il suffit tout simplement de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait grandir le podcast. N'oubliez pas de mettre des messages sur Spotify, puisque maintenant vous avez la possibilité de le faire, donc ça serait dommage de ne pas le faire. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube. C'est simple, vous allez sur YouTube, vous tapez Interview les experts, Philippe Belgrand, et vous me trouverez sans aucun souci. Alors, bonne inscription, et surtout, à très bientôt pour découvrir de nouveaux invités.